Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire Instant RH. J'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour un sujet vraiment inédit. On n'a encore jamais parlé de ce sujet sur un webinaire Culture RH. Donc je suis d'autant plus ravie puisqu'on va parler de cette espèce de virage entre l'ancien modèle, le modèle classique où on était plutôt porté sur les postes, le modèle traditionnel centré sur les postes. Et on parle de plus en plus de piloter les organisations par les compétences, ces fameuses skills-based organizations. Et on va comprendre aujourd'hui de quoi on parle. Pierre-Louis, tu vas nous apporter tes éclairages. Et je t'invite d'ailleurs à te présenter. Dis-nous un peu qui tu es, ce que tu fais de beau. Dis-nous quelques mots sur NeoBrain, voilà, qu'on comprenne un peu où est-ce qu'on met les pieds aujourd'hui dans ce webinaire. Et après, on pourra avancer. Je te donne la parole. Oui, merci beaucoup Anaïs. Donc, ravi d'être avec vous, vous tous aujourd'hui. Donc, je suis Pierre-Louis Quentin, le COO de NeoBrain, donc directeur des opérations en bon français. Et donc, je gère chez NeoBrain tout ce qui va aller du début du cycle du client, donc le marketing, la partie sales également, pour aussi accompagner nos clients une fois qu'ils ont pris la solution et donc les accompagner tout au long de leur durée de vie. Et donc, NeoBrain, on est une solution finalement de gestion des talents qui est basée sur les compétences et l'intelligence artificielle et qui est vraiment conçue pour répondre à un constat simple. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des organisations, elles ne savent pas réellement quelles compétences elles ont, ni comment on les mobilise efficacement. Et donc, notre ambition chez NeoBrain, c'est vraiment d'être capable de transformer cette donnée compétence en un véritable levier stratégique. Et donc, on va venir centraliser, enrichir les données autour des compétences pour vraiment permettre aux RH, aux managers et également aux collaborateurs de pouvoir prendre des décisions qui sont concrètes et éclairées, que ce soit pour faire évoluer, développer leurs équipes, activer la mobilité interne ou, encore plus stratégique, anticiper leurs besoins futurs. Et donc, chez NeoBrain, l'objectif, c'est vraiment d'aligner les compétences avec les enjeux business et donc d'avoir finalement la bonne compétence au bon endroit et au bon moment. D'où le sujet du jour, j'imagine. C'est Exactement, ce qui vous a exactement. amené à proposer ce sujet. Parce que comme on disait en intro, on va parler aujourd'hui de skills-based organizations. Alors, en français, organisation... Non, attends, ça y est, je l'ai plus. Organisation basée sur les compétences, donc effectivement, Voilà, c'est un terme anglo-saxon qui vient des États-Unis, donc SBO, mais en France qu'on appelle organisation basée sur les compétences. et justement, aujourd'hui, on va essayer de comprendre de quoi on parle parce qu'on en parle pas mal. Enfin, moi, j'ai vu ce sujet apparaître peut-être l'année dernière et peut-être même qu'on en parle depuis plus longtemps que ça et que j'en ai pas conscience. Mais en tout cas, moi, j'ai eu écho des premiers articles sur ces sujets l'année dernière. Et c'est vrai que ça peut paraître flou encore. Mais qu'est-ce que c'est encore ce truc, ce nouveau modèle, de quoi on parle et puis surtout, pourquoi il y a un intérêt moi-même, j'ai plein de questions. Est-ce que toutes les entreprises devrait aller vers ce modèle. Et puis, qu'est-ce qu'on y gagne ça tombe bien puisque c'est ce que tu vas nous partager aujourd'hui, avec notamment une illustration par l'exemple, avec un cas que tu vas nous partager pour bien comprendre comment cette transition peut s'opérer, des bonnes pratiques. Et j'en profite pour poser la question à l'audience, est-ce que ça vous parle, la skills-based organization? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ça? Est-ce que vous comprenez ce dont il s'agit? Si vous deviez définir ça, comment vous le définiriez? Je serais curieuse un peu d'avoir vos retours. Avant qu'on avance, je vois déjà Magali qui dit du tout. Donc, Magali, je suppose qu'elle est là par pure curiosité. Elle s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller voir ce webinaire. Clairement, elle dit, voilà, non plus, Séverine. Bon, ça me rassure, je ne suis pas toute seule face à ces questionnements. C'est parfait. Catherine nous dit non aussi. Voilà, tu vois, je ne veux pas te mettre la pression, Pierre-Louis, Voilà, mais il tu as veut ça. l'objectif pour la fin de ce webinaire que tout le monde reparte en se disant, ah, ok, j'ai bien saisi. Et je vois Joséphine qui dit c'est l'agilité. Ah, tiens, ça te donne peut-être une première piste. Donc voilà, grosso modo, ce qui va être abordé aujourd'hui. Et puis, on refera un point à la fin. Vous nous direz si, si c'est beaucoup plus clair. Et on va commencer avec déjà un peu de contexte et un chiffre que tu voulais nous partager, histoire de donner un peu de matière en démarrage. Oui, exactement. Donc, les organisations centrées sur les compétences, elles viennent
grosse problématique qu'on voit tous émerger finalement chez nous. On est dans un contexte où les transformations, les cycles de transformation sont de plus en plus rapides. On a beaucoup de mutations qui arrivent en même temps, des mutations démographiques en Europe notamment, des mutations technologiques avec le digital depuis une dizaine d'années, l'IA qui est une vraie rupture depuis maintenant 3-4 ans également, et donc voilà, des cycles de transformation de plus en plus rapides. Et on voit que c'est une étude PwC donc, qui sort chaque année. Un constat qui est assez intéressant, c'est que 47% des dirigeants en France s'inquiètent du rythme de transformation de leur entreprise face à ces changements technologiques. Et donc, on voit aussi un contraste entre des entreprises qui arrivent à pleinement prendre le train, en quelque sorte, de ces ruptures technologiques, à les adopter, les intégrer, que ce soit dans leur processus, voire dans leurs produits pour leurs clients, et des entreprises, à l'inverse, qui ont du mal à monter dans le train et à soutenir le rythme de cette transformation. Et donc, une des convictions, en tout cas, que j'ai, c'est que ces ruptures technologiques, si c'est pour les mettre en place et qu'elles ne sont pas adoptées dans les organisations, finalement, on ne va pas y arriver. Donc, il y a un enjeu extrêmement fort d'avoir des organisations qui sont capables, en fait, de s'adapter en continu à ces mutations et à ces cycles de transformation qui sont de plus Mmh. en plus rapides. Et ça va faire le lien finalement avec notre grand sujet du jour, c'est-à-dire des organisations qui sont centrées sur les compétences et donc qui vont permettre en fait de s'adapter en continu et de se transformer de manière beaucoup plus rapide. Et il y a une remarque dans le chat que j'adore, je suis sûre qu'elle va te plaire, c'est Gauthier qui dit: «C'est une organisation basée sur une bonne GEPP?» Il pose cette question. Et je trouve ça intéressant parce qu'on va y venir, parce que ça effectivement, c'est la base même en fait, du modèle sans vouloir spoiler, mais si je dis pas de bêtises, ça nécessite un gros travail de base, très axé GEPP ou GPEC pour ceux qui appellent ça encore la GPEC. Oui, alors donc la GEBP, GPEC ou autre, c'est un terme alors qu'on n'aime pas toujours chez Neobrain, même si c'est la base de C'est vrai? la Si. voilà exactement. Non, c'est la base effectivement de ces organisations qui sont basées sur les compétences, mais quand on va parler GEPP ou GPEC à des prospects ou des clients, souvent ils s'arrachent les cheveux. C'est un vieux C'est le serpent terme de qui mer fait sur peur. lequel voilà, c'est un terme qui fait peur. C'est des projets, on y reviendra un petit peu Mmh mh. après, mais qui sont longs, douloureux et souvent obsolètes avant même de les avoir mis en place. Donc nous, on aime bien parler de gestion dynamique des emplois et des compétences, intégrer D'accord. ce côté dynamique parce que je reviens sur les mutations et sur les grandes mutations voilà, qui constituent notre monde aujourd'hui et qu'on peut subir ou voilà, les prendre en vol en quelque sorte. Et donc ces grandes mutations aujourd'hui, je prends un exemple concret qui est l'émergence de l'intelligence artificielle. Euh, Tout le monde se demande finalement, est-ce que mon job va être remplacé? Est-ce que mon job va disparaître? C'est une fausse question en réalité parce que en fait un emploi, pardon, je vais parler français, il est composé de différentes compétences et tâches. Et c'est ces tâches justement, c'est certaines de ces tâches qui vont être remplacées par l'IA, d'autres qui vont apparaître ou qui vont se poursuivre. Et donc, si on pilote à cette maille justement emploi uniquement, on ne verra pas la nuance entre ce qui se remplace, les activités qui sont automatisées, remplacées au sein de ces emplois versus des nouvelles activités qui se développent ou d'autres qui sont tout simplement maintenues. Et donc, d'où Mmh. l'importance d'avoir une granularité qui est plus fine, la compétence, et qui va aussi servir à créer un langage commun qu'on voit souvent peu dans les organisations entre les différents processus RH. On a souvent le recrutement d'un côté, la formation de l'autre. On va avoir tous les processus talent, de performance, etc. Encore d'un autre côté, des strategic workforce planning qui sont donc la planification des effectifs qui sont effectués par
souvent drivés par la finance en termes de headcount. Et si on a un dénominateur commun à tous ces processus qui peuvent permettre à ces processus de se parler entre eux, finalement, c'est bien la compétence. Une manière d'uniformiser pour faciliter derrière, en fait. Exactement. Très bien. Alors du coup, on va essayer de comprendre en quoi les modèles, dits classiques, du coup, ont des limites, quelles sont leurs limites. Donc oui, pourquoi on arrive à alors tu l'as déjà dit, tu l'as déjà expliqué donc mais on va peut-être que tu as besoin de détailler pour qu'on comprenne bien aussi, en quoi on arrive à cette limite, au-delà du fait qu'effectivement il y a ces mutations qui nous obligent en fait à aller vers ce modèle, orienté compétences. Est-ce qu'il y a d'autres points qui aujourd'hui, font qu'on doit de toute façon faire évoluer, nos modèles? Oui, donc, aujourd'hui, voilà, il y a cette transformation rapide aujourd'hui qu'on voit, mais on a également, et on le voit de plus en plus, des durées de vie, des compétences qui sont de plus en plus courtes. Alors, il y a un exemple qu'on donne souvent et qui est rabâché à longueur de journée, qui est dans les années 60-70, la durée de vie d'une compétence était de 30 ans. Ouais, Aujourd'hui, la durée de vie d'une compétence est de 3 ans. Alors, c'est un chiffre qui revient souvent. même Je moins, suis non? pas J'ai derrière encore lu il y a ces pas longtemps. études. Oui, ça peut même être moins et très honnêtement, je trouve que ça dépend des compétences, Oui, et que, oui, on ne peut pas toutes les généraliser. compétences, c'est une généralisation qui a vocation à, voilà, à marquer, quand on l'a dit. Mmh. Mais, il y a une vérité assez profonde finalement, c'est que la durée de vie, je ne sais pas si elle dure 2 ans ou 3 ans maintenant une compétence, je ne crois pas en ça, c'est pas ma conviction personnelle. Mais ce en quoi je crois profondément, c'est qu'il y a en tout cas une durée de vie des compétences qui est de plus en plus courte. Et Mmh. ça, c'est quelque chose et c'est une certitude. On le voit au quotidien. Et Mmh. l'autre sujet qu'on voit, c'est finalement, et c'est un autre chiffre qui me semble intéressant, quand on regarde dans les années 2000, le Fortune 500, donc c'est les 500 plus grandes entreprises américaines, enfin les 500 plus grandes entreprises dans le monde. Quand on regarde ce classement dans les années 2000 et qu'on le regarde aujourd'hui, on a presque 100% des entreprises qui étaient dans le classement dans les années 2000 qui n'en font plus partie aujourd'hui, alors Ah qu'on oui? parle de mastodontes de l'époque. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre derrière si on essaie de l'analyser? Et ben, en fait, on va voir qu'il y a des entreprises qui ont su s'adapter aux grandes mutations et se transformer de manière continue. Et un exemple peut-être qui est hyper parlant, c'est Microsoft. Microsoft, alors bon, c'est des très grosses organisations, mais Microsoft à l'époque, ils vendaient essentiellement la suite Windows, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cœur business de Microsoft. Le cœur business de Microsoft, c'est de vendre du cloud. Bon, alors je suis désolé, je parle beaucoup de technologie aujourd'hui, mais de vendre finalement voilà, de la puissance de calcul pour faire tourner des logiciels, des entreprises, etc. À l'inverse, on va prendre d'autres entreprises comme BlackBerry ou Kodak qui n'ont pas su prendre Mmh. ces mutations et se transformer et dont on C'est vrai. n'entend plus du tout parler Mmh. aujourd'hui. Et donc, quand on essaie de regarder le point commun des organisations qui sont toujours dans ce classement et celles qui n'y sont pas, c'est les organisations qui ont su se transformer de manière continue. Et en fait, si je vais au bout de ma pensée, c'est de redéployer de redéployer finalement les ressources qui étaient obsolètes, les compétences qui étaient obsolètes sur des besoins qui étaient émergents ou en tension dans leur organisation pour avoir la meilleure allocation des ressources dans leurs organisations. Et donc ça, c'est un des points structurants, je pense, de, de, voilà, du lien entre l'ancien et les nouveaux modèles qu'on doit voir. Et un dernier sujet, et je pense qu'on le vit au quotidien aussi, c'est, je ne sais jamais qui est la Gen Z, la génération XY, etc. Mais on voit que chez les nouvelles générations, il y a un nouvel équilibre, en tout cas, un besoin d'un nouvel équilibre. Ces nouvelles générations, elles ne font plus carrière dans une entreprise pour la vie. Elles ont besoin d'un équilibre un peu plus fort. Elles ont parfois besoin de changer plusieurs fois de job et d'emploi au cours de leur carrière professionnelle. Et donc ça, c'est un nouvel équilibre dans lequel aussi les organisations
doivent être capables de s'adapter. Et si on fait uniquement des parcours ultra hiérarchiques Mmh. et qu'on ne propose pas voilà, des alternatives à ces jeunes générations, on va avoir un enjeu Ouais. de rétention aussi dans ces organisations. OK, très intéressant et donc Geneviève qui dit: «J'ai entendu plusieurs fois que la durée des compétences était de 18 mois», mais du coup, on en revient à ce que tu disais, finalement, ça dépend des compétences et c'est difficile de faire une généralisation, parce que, bah, il y a un panel de compétences tellement large que ça dépend de plein de critères. Hem et Laurence qui dit: «Moi, j'ai compris entre 6 et 24 mois». Bon, ben, voyez. Le message à retenir, c'est qu'en tout cas, ça s'est bien raccourci, en comparaison avec, il y a plus d'une dizaine d'années, vingtaine d'années, même plus. Hem et donc du coup, justement, tu commencé à en parler de cette, transition, hein, de cet ancien modèle vers, ce nouveau, modèle. C'est assez parlant quand on voit le gra enfin le ouais, le graphique, le dessin, je vais y arriver. Exactement. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on avait des organisations donc, qui, pendant longtemps, étaient basées sur l'emploi ou le métier. Et l'emploi et le métier, finalement, faisaient le lien entre l'individu et le travail qu'il a effectué. Et on était effectivement dans un cas où, finalement, on avait une main-d'œuvre qui était plus abondante qu'aujourd'hui, et avec des compétences qui avaient une durée de vie plus longue. Aujourd'hui, on voit que l'individu, finalement, on a une pénurie de compétences et de main-d'œuvre, en tout cas sur un certain nombre de métiers. Et donc l'individu va avoir un profil de compétences, un set de compétences qu'il est capable de mobiliser pour accomplir différentes tâches, mais il n'a pas voilà, il doit accomplir des tâches. Il ne doit pas forcément faire un travail qui est le même tous les jours. Ces tâches peuvent être mouvantes dans son organisation. Et Mmh. donc, d'où l'importance de faire ce lien entre les compétences et les tâches et d'être capable de redéployer finalement un individu rapidement sur des nouvelles tâches qui peuvent lui être attribuées. OK, très clair et ce que je retiens, c'est sur le côté, nouvel âge du travail, tu as souligné donc on devient enfin, on tend à une organisation centrée sur les individus. Au final, on tend à une approche, ouais, c'est ça, individualisée et tu vois, moi, ma croyance, c'était qu'au contraire, enfin, c'est peut-être, du coup, erroné, hein, la vision que j'en avais, mais j'imaginais que du coup, puisqu'on parlait davantage compétences, on s'éloignait peut-être justement de l'individu, mais c'est le contraire alors? C'est là que c'est intéressant, en fait, c'est que chaque individu, de par le fait aujourd'hui, ces individus ne sont plus sur des parcours linéaires de carrière. Ils ont changé parfois plusieurs fois d'emploi dans leur carrière. Et donc, ces individus, ils vont avoir un set de compétences qui est qui n'est pas celle de leur rôle actuel. Et donc, ils peuvent avoir plusieurs typologies de compétences issues de plusieurs expériences professionnelles, mais aussi extra-professionnelles, hein. Monsieur Dupont qui tape dans une association. Et donc, on- pour aligner en fait ces sets de compétences des individus avec là où l'organisation a besoin d'eux, on peut finalement réallouer beaucoup plus facilement les individus sur les différentes tâches dont l'organisation a besoin d'exercer à partir du moment où on travaille à la maille compétences. Et donc, c'est pas parce qu'on parle d'un individu qui a des compétences et qui doit accomplir des tâches qu'on ne va pas réaligner ça avec les enjeux business de l'organisation. Et c'est justement là la clé, c'est en fait d'être capable d'aligner les deux et de la manière la plus efficiente possible. Et un des sujets aussi qu'on voit beaucoup aujourd'hui, on a beaucoup d'organisations. Alors là, nous, on est à l'international et donc c'est un sujet qu'on voit plutôt en France et en Europe pour le coup. Mais il ne vous a pas échappé qu'on avait un gros sujet démographique en France avec ce qu'on appelle le papy boom. Alors, donc, c'est l'arrivée en fait des baby boomers qui vont arriver finalement à l'âge de la retraite. Et donc, on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir avec un très gros sujet, c'est
comment je sécurise les compétences clés Ah oui. de ces personnes qui vont partir à la retraite et que je suis capable d'organiser des plans de succession Mmh. pour ces personnes-là. Et ces plans de succession, ils peuvent, encore une fois, il n'y a pas besoin de les exercer au niveau d'un rôle entier. Il y a besoin de certaines compétences qui sont critiques pour assurer que le business continue Oui, à tourner pour ces notamment sur organisations. des métiers en tension, dans l'industrie ou le service à la personne. Enfin, il y a la DARES qui avait sorti une étude sur les métiers 2030, où, on va vers, une pénurie de compétences et en fait les personnes qui vont quitter leur poste là dans les prochaines années, elles emportent avec elles, tout un bagage de savoir et de connaissances et si c'est pas formalisé, dans l'entreprise, bah, on perd énormément en valeur et en richesse parce qu'ils ont emmagasiné, de la compétence, de la connaissance et oui, du coup, ça répond aussi à cet enjeu, face auquel les RH vont se retrouver d'ici peu parce que 2030, c'est demain, hein. Exactement. Et alors, bon, là, je vais m'écarter un tout petit peu du sujet, mais c'est des travaux qu'on a fait aussi à l'époque de différentes manières, enfin, qu'on fait toujours d'ailleurs. Là, on parle au sein même d'une entreprise, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir ce même prisme des compétences sur des filières entières. Donc, on a beaucoup travaillé avec la filière automobile, par exemple. D'accord. Donc, grosse transformation de la filière avec l'arrêt programmé du diesel, bon, alors qui a été changé depuis, mais Mmh. apparition de l'électrique, de l'électronique embarquée. Et donc, comment on faisait passer finalement des populations qui sont hyper engagées chez nos grands constructeurs ou autres vers ces nouveaux métiers qui apparaissent dans la filière ou de manière régionale aussi. On peut avoir ces enjeux de manière régionale. Et donc, ça, c'est la GTEC. Donc, on a travaillé beaucoup sur ces sujets. Il y avait un exemple assez concret à l'époque, par exemple, ce qu'on appelle donc pour recruter finalement des aides-soignantes ou des personnes dans les EHPAD, où il y a des grosses pénuries de main-d'œuvre. Il y avait un programme qui avait été lancé, donc il me semble que c'est dans la région PACA à l'époque, pour finalement des caissières qui étaient impactées chez Monoprix ou des grandes enseignes Mmh. du retail parce qu'on automatisait avec des caisses automatiques. Comment ces populations, en fait, pouvaient avoir des compétences qui étaient similaires aux personnes dans les EHPAD ou autres, et comment on pouvait accompagner finalement ces personnes dans une transition D'accord. vers un nouveau métier. Donc, d'un côté, on a des métiers en ville, et donc, dont mon job concrètement est impacté. Où est-ce que je peux aller vers des métiers qui sont à l'inverse en tension ou émergents? Mmh. Très intéressant, et du coup, Louise qui dit: «Et en même temps, les organisations ont toujours beaucoup de mal à voir la transposition de compétences entre différents métiers et postes». Beh, justement, on va parler, des défis. Enfin, tu vas parler des défis, et nous parler un peu, bah, justement des avantages, hein, d'aller vers ce type d'organisation. Oui, donc ça c'est assez intéressant parce que nous, on a été assez précurseurs, hein, dans l'évangélisation du marché, notamment autour de ces enjeux de gestion des compétences. On a littéralement au début pris notre bâton de pèlerin pour expliquer cette approche qui venait plutôt des États-Unis et C'était l'importer en quand, du France. coup? Parce que je suis curieuse parce que tout à l'heure, C'était j'ai il y dit a en presque, intro c'était il y a 7 ans, il y a 7 ans. voire 8 ans. D'accord, Et donc tu as dû bien donc rire ça intérieurement ressemble. quand j'ai dit: «Ça fait 1 an que j'en entends parler». Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'adore. Alors après, OK, 7 on ans, voit je une suis en retard. normalisation aujourd'hui quand même. On voit une normali Au début, en fait, on a commencé en faisant quasiment exclusivement des pilotes. Aujourd'hui, pour le coup, les entreprises, on voit beaucoup ils veulent intégrer profondément ça dans leur processus, la gestion des compétences, Ouais. de manière beaucoup plus dynamique. Et donc aujourd'hui, là où on commençait sur des pilotes à une petite échelle à l'époque avec notre bâton de pèlerin, aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui est en quelque sorte, on est dans des processus d'achat normalisés avec des appels d'offres, etc. Démocratisé. Donc, exactement. Et donc, ce qu'on voit en fait quand on commence à accompagner des organisations qui sont pas matures sur le sujet et 2 ans après, lorsqu'ils ont déployé en fait des organisations qui sont centrées sur les compétences, les premiers défis qu'elles se posent, c'est comment je garantis que j'ai les bonnes compétences critiques au sein de mon organisation et que j'ai le bon volume de compétences.
comment je peux m'adapter finalement et anticiper les transformations du marché et comment je suis capable de fidéliser et de retenir mes talents au sein de mon organisation. On connaît le coût de recruter quelqu'un, de le Mmh. former. S'il part après, au bout de 3 ans, pour aller chez le concurrent, ben, rebelote, on refait, on repère à chaque fois. Donc, simplement de l'argent à ce moment-là, donc en plus de la performance de ce contributeur. Et donc aujourd'hui, les principaux avantages qu'on voit sur ces organisations, c'est un vrai gain en termes de productivité et d'agilité, et donc des organisations qui sont capables de s'adapter aux besoins stratégiques, aux plans stratégiques de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus rapide. Une augmentation de l'inclusion et de la diversité. Donc, on a beaucoup travaillé, notamment avec un grand cabinet de conseil aux États-Unis qui s'appelle PwC. Et ce qui est intéressant, donc, on a travaillé sur le cœur de leur machine. Donc, leur machine, c'est de vendre des consultants, des auditeurs pour des missions. Et donc, ils ont voulu renverser un peu la table et dire aujourd'hui, auditeurs, consultants, vous allez à la fois d'un côté, de votre côté, pouvoir vous positionner sur des missions par vous-même. Charge à eux d'accepter, mais en tout cas, ils peuvent se positionner sur des missions qui les intéressent. Dans le sens inverse, on a, grâce à l'IA, on venait suggérer finalement des profils basés sur un tas de données et notamment leurs compétences. Et ce qu'on a vu, c'est qu'avant l'introduction d'un système qui permet de remonter pour une mission donnée, quels sont les 15 consultants les plus pertinents à staffer sur cette mission, ce qu'on a vu, c'est qu'entre l'avant et l'après, on avait 2% de profils atypiques qui étaient staffés sur des missions avant l'introduction de cet D'accord. outil. Et suite à l'introduction de cet outil, on était à presque 16% de profils atypiques qui D'accord. étaient staffés sur des missions. Ah donc Parce qu'en fait, on va ça comprendre, favorise aussi pour ces exactement, profils-là. D'accord. et on va comprendre en fait des éléments en fait, quand on doit staffer une mission, le manager, il va penser aux quatre personnes qu'il connaît dans son équipe, et il va pas penser à l'ensemble des profils, et notamment des profils qui sont peut-être pas sur ce rôle dans leur organisation, mais en fait qui correspondraient extrêmement bien à la mission. Et donc, on a permis aussi de réduire le temps où les consultants sont non staffés, donc pas en mission. Et donc, on a typiquement un gain de personnes qui peuvent développer des nouvelles compétences et qui sont plus visibles au sein de l'organisation malgré des profils atypiques. À l'inverse, une réduction du temps d'intermission pour les consultants Mmh. et donc pour l'entreprise finalement. Et OK. un dernier enjeu très fort, c'est finalement une visibilité pour les talents sur leur parcours de carrière au sein de l'organisation. Et donc, ça veut dire qu'on peut s'appuyer aussi sur ces talents sur le long terme. On leur donne de la visibilité sur leur parcours à long terme, et donc on est capable de construire des équipes avec une croissance beaucoup plus durable parce qu'on n'a pas à changer tous les 4 matins avec un turnover important, et donc il faut réembarquer, réengager les personnes avec un effort très important d'onboarding et Mmh. d'être prêt sur le job. Il faut 3 à 6 mois à une personne pour être complètement autonome et prête sur un emploi. Et donc, dès qu'on a un départ, notamment, alors la vraie question, c'est pas les départs souhaités par l'organisation, c'est plus des départs non souhaités. Dès qu'on a un départ non souhaité par l'organisation, ça a des conséquences assez importantes. Et donc, ça, c'est typiquement des éléments: productivité, agilité, l'inclusion et la diversité, et la rétention des talents qu'on peut observer après 2 ans de mise en place d'une Mmh. skill-based organisation. D'accord. Mais du coup, tu dirais que ça rééquilibre, enfin, sur ces slides, ça sous-entend que ça rééquilibre, le bénéfice, pour le collaborateur et pour l'entreprise. Est-ce que ça sous-entend qu'avant, sur les modèles, classiques, le collaborateur était un peu perdant? C'était l'entreprise qui, finalement, récoltait plus de bénéfices sur les anciens modèles, plutôt orientés poste? Oh, alors, je pense qu'il y a eu un changement de paradigme qu'on voit tous, et alors qui s'est accéléré par différents facteurs, hein, le Covid, etc. Mmh. Et aujourd'hui,
au-delà de ça, je dis que c'est un équilibre de marché, en fait. Il y a l'offre de la loi et de la demande. Dans les années de 2000 à 2015, il y avait un chômage qui était relativement fort, donc une main-d'œuvre qui était plus abondante, et donc, euh, j'aime pas le dire comme ça, mais le pouvoir était plutôt aux entreprises. Mmh. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a eu un rééquilibrage de ce Dans le rapport de pouvoir force? dans le rapport de force, et que les entreprises sont plus demandeuses, en tout cas. Alors, et il ne faut pas tout généraliser, on n'est pas, faut pas tout généraliser, mais on voit qu'il y a des tensions très fortes dans certains secteurs d'activité, des besoins extrêmement forts, et donc il y a aussi besoin de ce rééquilibrage. Et de l'autre côté, l'entreprise a aussi un rôle social extrêmement fort, et sociétal extrêmement fort, et elle a un enjeu de garder employables aussi les collaborateurs. Et c'est aussi ce que permet ces skill-based, enfin, ces organisations basées sur les compétences. Et donc, les bénéfices pour le collaborateur, ils sont assez visibles, en fait. C'est qu'ils vont avoir une satisfaction professionnelle, parce qu'ils vont plus avoir d'incertitude, ils vont mieux comprendre quels peuvent être leurs parcours professionnels dans l'organisation, qui sont des parcours qui sont dynamiques et pas figés. On ne me dit pas, voilà les 5 prochaines étapes. Je sais que je peux aussi évoluer à différents rôles dans l'organisation. Je peux aussi avoir de la visibilité sur les transformations de l'organisation qu'on peut avoir sur mon rôle ou sur d'autres rôles dans l'organisation. Et donc, finalement, j'ai un travail qui me permet d'avoir plus de sens. J'ai aussi une Mmh. reconnaissance qui est renforcée, parce que je peux valoriser mes compétences. Je comprends mes compétences, où est-ce que je suis fort, où est-ce que je dois me développer. Et donc, voilà, je suis plus reconnu en interne sur les compétences où je suis fort. On va me pousser des formations, des parcours de développement pertinents, euh, là où je dois m'améliorer. Et donc, je vais être quelqu'un qui contribue mieux aussi à l'organisation. Et j'ai moi plus grande confiance, parce que comme je comprends les changements qui sont en train de s'opérer, pas au niveau d'un emploi, mais au niveau des compétences. D'une, j'ai moins d'incertitude, et deux, j'ai plus de confiance sur comment je vais pouvoir combler, en fait, ces écarts sur le métier qui se transforme, et donc rester employable aussi. Mmh. Donc ça, c'est vraiment les bénéfices pour le collaborateur. Les bénéfices pour l'entreprise, c'est qu'on a une meilleure efficacité dans les coûts. C'est ce que c'est ce qui, en fait, tout est lié, mais je vais avoir quand je fais des grands plans de départ ou des licenciements, je vais avoir des coûts extrêmement forts, finalement, de sortie ou de reclassement de ces personnes. Je vais avoir des coûts de recrutement, d'onboarding, et que les personnes soient prêtes, finalement, prêtes derrière. Et donc, j'ai des coûts extrêmement forts. Le fait de pouvoir redéployer les ressources avec des personnes qui ont un engagement, qui connaissent déjà la culture de l'organisation, c'est des coûts en moins, dans un certain nombre de sens. On est capable de rebondir beaucoup plus vite. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans le Covid. On accompagne voilà, un grand compte dans l'aéronautique en France, un grand sous-traitant de l'aéronautique. Et donc, ils avaient un enjeu. Le Covid a stoppé l'ensemble des commandes dans l'aéronautique pendant presque 1 an et demi, 2 ans. Alors, en France, on avait le chômage partiel, donc qui a permis de garder déjà les compétences en interne, ce qui n'est pas le cas forcément aux États-Unis. Et ensuite, reprise du trafic aérien beaucoup plus forte qu'avant Covid. Tout le monde voulait voyager, etc. Et donc, reprise des commandes extrêmement fortes. Et donc, ils ont eu un enjeu, c'est qu'ils sont passés de 90 000 à 115 000 collaborateurs. Waouh! Et donc, quand tu as autant de commandes, etc., tu as intérêt à savoir très bien où Ouais. sont tes boulots d'étranglement dans l'organisation, quelles sont les compétences critiques, et que si monsieur XY, il a une compétence critique et qu'il n'est pas sur le bon rôle, mais que c'est là qu'est le goulot d'étranglement, pouvoir reprendre cette ressource et la mettre au bon endroit. C'était vraiment un enjeu qui a permis de soutenir cet afflux de commandes et cette reprise d'un coup post-Covid. Et après, l'adaptabilité on l'a dit, on ne fait que le répéter depuis le début, Mmh. face aux grandes mutations, comment on est capable de s'adapter beaucoup plus rapidement. Et donc,
d'avoir un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents. Si on est capable de prendre les grandes tendances rapidement et de s'y adapter, forcément, on est plus compétitif. Et ça pousse les entreprises finalement, à mettre la priorité sur leur vivier interne quand elles ont besoin de recruter, parce que c'est pas toujours, hein, le réflexe des entreprises. C'est vrai que ça peut être tentant d'aller tout de suite vers l'externe, alors que finalement le vivier interne, il est là, il est déjà, engagé, déjà, séduit, déjà, fidélisé. C'est trop dommage de pas capitaliser sur ce vivier parce que c'est le tout premier de l'entreprise, en fait. Donc, Tout à ouais, fait. très intéressant ce que tu partages. Hem alors tu vas un peu plus nous décortiquer, ce fameux Oui. modèle, SBO? Oui, je vais essayer d'aller vite et pas de trop le complexifier, mais donc on vient de se parler de skill-based organisation, l'organisation basée sur les compétences. Ça peut faire peur, ça peut faire peur. Ce qui est important de comprendre, c'est que, on est sur un modèle de maturité. On n'est pas SBO ou on n'est pas SBO. Il y a différentes, jalons en fait qui vont Mmh mh. constituer cette, voilà, ce modèle. Et donc, différentes étapes et différents niveaux de maturité. Et toutes les entreprises ne sont pas au même niveau de maturité et n'ont pas Mmh. besoin d'ailleurs forcément d'être au même niveau de maturité. La première étape, elle est simple. C'est un petit peu ce qu'on appelait la GEPP, enfin ce qu'on appelle la GEPP, etc. C'est finalement avoir des données à jour sous deux angles un peu différents. Le premier, c'est l'organisation, quels sont mes besoins, donc le fameux référentiel emploi et compétences. De l'autre, c'est être capable de cartographier les compétences Mmh. de ses collaborateurs. Et ça, en fait, donc cette première étape, c'est le point de friction principal des organisations, parce que référentiel long, etc. Mais Mmh. on y reviendra après. Alors que c'est censé être un «basique» entre guillemets, enfin, ça c'est C'est un basique, c'est exactement, c'est censé être un basique. En plus, enfin, en fonction des tailles d'organisation, quasiment obligatoire légalement, etc., notamment en France. Pour autant, c'est un outil qui est souvent utilisé comme tel. Légalement, je dois avoir ça, des discussions avec les mmh, partenaires sociaux, etc. Et donc, c'est bon, on a fait le référentiel, on le laisse dans un petit coin et puis on mmh, reviendra dans 3 ans. Et c'est bien comme ça. Et donc, c'est là, en fait, le principal point de friction mmh, aujourd'hui. Et donc, une fois qu'on a les deux, le référentiel qui est à jour et de l'autre côté, la partie quelles sont les compétences réellement disponibles de mes collaborateurs, c'est là que tout va prendre finalement. C'est comment, sur la base des écarts de compétences qu'on a pu identifier, on va venir suggérer des actions de développement ciblées et pertinentes pour développer les collaborateurs et qu'ils soient plus performants sur leur job. Donc là, on a un gain pour le collaborateur qui sera plus performant et qui va se développer, un gain pour l'entreprise qui va réduire ses coûts de formation en ciblant au bon endroit finalement et en orientant bien les actions de développement. Derrière, on va venir utiliser les compétences de manière tactique. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comment on est capable, soit quand l'entreprise se transforme, soit quand j'ai des besoins en interne, d'aller tout simplement identifier les personnes qui sont pertinentes pour une mission dans mon organisation, un emploi, un besoin, une offre d'emploi que je dois pourvoir, comment je peux identifier rapidement les bonnes personnes et pour l'individu, avoir des visibilités sur les parcours de carrière pour voir où est-ce qu'il peut être le plus contributif et aligné avec ses envies. Et derrière, il faut qu'on arrive à relier ça finalement au processus RH et notamment de la performance, de mesurer l'impact de ce développement, de ces mouvements dans l'organisation sur la performance de l'organisation. Et ça, c'est quelque chose qui est clé. Et donc, à partir de ce moment-là, on a toutes les deux pour arrêter d'être dans la réaction aux grandes mutations, mais pouvoir les anticiper, mmh. planifier par les compétences à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on a beaucoup de clients qui arrivent avec ce besoin, le dernier besoin, c'est-à-dire être capable de planifier à 3 ans sur les compétences. Et on a un client dans le ferroviaire qu'on a accompagné qui nous disait exactement ça. Donc en fait, j'aimerais que dans les gares, les personnes soient capables de planifier leurs besoins en compétences à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, le manager de la gare, quand tu lui demandes ça, je ne pense pas qu'il sache le faire. Et il saura le faire si
on l'a habitué à travers les étapes précédentes à manier la compétence comme un langage commun, à dire voilà, là tu as des écarts sur ton rôle, voilà les actions de développement pertinentes pour développer telle compétence. Dans ton entretien annuel, je t'ai évalué sur tes compétences et je me suis posé cette réflexion. Quand je fais un recrutement sur les compétences. Toutes ces étapes viennent aussi créer de l'adoption et à ce modèle et faciliter derrière un côté beaucoup plus stratégique, mais qui arrive dans un deuxième temps. Il y a Nathalie qui dit, «C'est là où les besoins en formation seront plus pertinents et en lien avec le métier». C'est exactement ça et ça rejoint le point, sur la partie développement et Caroline demande: «Comment avoir une gestion des compétences agiles et flexibles au quotidien?» En bref, comment sortir des référentiels de compétences standards? On va y venir parce que c'est le fameux Voilà, caillou dans c'est la chaussure des RH. On va y venir exactement. après, on y arrive, on y arrive. Donc comment réussir sa Je, démarche? ouais, je Vas-y. vais aller rapidement Ouais. là-dessus, mais il y a 5 enjeux clés. Euh, le premier, c'est que si c'est une approche qui est faite par les RH pour les RH, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est sûr et certain, on le voit. Il faut une adoption et un sponsoring business de la direction, du COMEX. Il faut que eux trouvent une utilité, sinon il n'y aura pas d'adoption à cette démarche et ça sera vu comme un outil RH. Et donc ça, c'est un des enjeux prioritaires. Il faut prioriser et définir un cadre donc pour clarifier comment on répond à des enjeux business et RH à travers cette démarche, comment on va créer ce langage commun, identifier les compétences critiques et émergentes. On y reviendra juste après. Il faut embarquer les équipes et les métiers dès le début. Il faut leur donner une importance dans le fait de rendre dynamique cette démarche. Il faut la faire adopter par les collaborateurs. C'est eux qui en tireront un bénéfice et c'est là qu'on n'aura plus une cartographie des compétences théoriques, mais qu'on aura une vraie cartographie dynamique qui repose sur les compétences réellement disponibles et notamment des compétences, je le voyais là dans le cadre des compétences aussi qui ont été révélées à l'organisation parce qu'elles Mmh. étaient cachées. Et enfin, le référentiel, ce fameux référentiel, il doit être dynamique et donc on doit mettre en place une vraie gouvernance autour de celui-ci. Il n'y a pas besoin que ce soit tous les mois ou autre, mais il faut un vrai processus de gouvernance. Sinon, Mmh. on retombe dans je le mets dans un coin, Ouais, on dans se le revoit dans schéma 3 ans ou quand j'ai ouais. un plan stratégique. Mmh mh. Et, Ouais, euh, ça se et travaille. donc, voilà. Et donc, l'enjeu, et c'est peut-être là qu'on va venir sur des sujets un peu plus, comment dire, euh, voilà, des vrais enfin, des sujets qui intéressaient nos auditeurs, c'est vraiment comment on enlève et de manière concrète ce caillou dans la chaussure des RH. Ah oui, alors Oui. j'avais Un j'avais exemple? un Tu veux exemple. partager Bon, l'exemple après? je le partagerai peut-être après, comme ça je fais juste le lien Comme avec ça, on le avance caillou. sur le fameux caillou. Exactement. Donc le vrai enjeu, c'est effectivement, c'est bien beau tout ce que je viens de vous raconter, mais comment on arrive à le mettre réellement en œuvre Mmh. dans l'organisation sans avoir un dispositif qui est lourd, une utilisation irrégulière et une dynamique qui est Mmh. difficile, voire impossible à maintenir. Et donc c'est là que notamment l'IA et les outils qui permettent d'encapsuler ces IA va vous rendre un fier service là-dessus sur deux sujets en particulier. Le premier, c'est finalement ce référentiel d'emploi qui est le caillou dans la chaussure des RH, qui est des projets très longs et lourds, une obsolescence quasi immédiate le temps qu'on les crée, une maintenance qui est extrêmement compliquée et souvent une dépendance à des consultants, de l'expertise qui vient de l'externe. Et pour ce faire, donc l'IA, elle peut vous accompagner sur un certain nombre de sujets, mais souvent les entreprises ne se rendent pas compte, mais elles ont plein de données internes. Et en plus, la fonction RH, c'est peut-être la fonction qui a le plus de données en interne parce qu'elle a tous ses collaborateurs. Quand on cherche une personne, on fait des offres d'emploi, on a un catalogue de formation, on a un plan stratégique de l'organisation qui sont définis. Et toutes ces données-là, on ne s'en rend pas compte, mais elles donnent des faisceaux pour construire ce référentiel. Et donc, les IA, aujourd'hui, on peut donner toute cette donnée à manger à des IA spécialisées et elles vont
nous retranscrire sur la base d'un simple input, un référentiel d'emploi ou de poste, venir associer des compétences à chacun de ces emplois. Mais souvent, on a des problèmes. Un autre cas d'usage que peut régler l'IA sur le sujet, c'est comment on va rédiger et reformuler à l'échelle pour que finalement tout mon référentiel il soit cohérent, qu'il ait des job descriptions à peu près de la même longueur, des formulations des compétences qui soient homogénéisées et pas reprises chacun par son point par le métier d'une certaine manière, avoir des granularités qui ne sont pas du tout les mêmes d'un métier à l'autre. Et donc, tout ça, l'IA est capable aussi de le faire à l'échelle aujourd'hui. D'avoir des diagnostics autour de la qualité de son référentiel pour comprendre ce que je dois améliorer de manière continue et donc faire en fait des audits du référentiel en continu. C'est des choses qui sont faisables avec en plus la capacité à améliorer les écarts directement grâce à l'IA et corriger ces écarts et détecter les angles morts. Et ça, c'est aussi, si on veut s'adapter, on doit comprendre quelles sont les compétences qui sont en déclin chez moi et quelles sont les compétences qui sont émergentes ou, ou en tension, pas seulement chez moi d'ailleurs, mais dans mon secteur d'activité. Et ça, si on s'en rend compte trop tard, souvent c'est qu'on n'a déjà pas pris le pont de la transformation. Et donc l'IA aujourd'hui, elle est capable d'agréger toutes ces données pour donner des indications aux équipes RH, au business, pour dire voilà les compétences qu'on voit émerger dans ton secteur d'activité et voilà d'autres compétences qu'on voit en déclin ou en tension, etc. Donc ça, Et c'est un vrai j'ai levier que déjà l'IA vu aujourd'hui pourrait. Catherine dans le chat qui demandait si vous aviez une trame de fiche de poste à nous proposer. Alors, je sais qu'il y a des petites choses que vous allez partager à la fin. On ne va pas tout de suite vous spoiler, mais est-ce qu'il y a ce genre d'outils possible avec NeoBrain, trame de fiche de poste? Oui, donc nous, aujourd'hui, en fait, on a un outil qui permet tout simplement vous brancher dans un fichier Excel votre référentiel avec la liste des emplois et ça vous générera automatiquement donc, les fiches emploi, les compétences associées, etc. Donc, c'est des choses qu'on fait également. Et Pauline, je te laisserai peut-être prendre le point sur la partie fiche de poste. On pourra revenir vers vous Oui, là-dessus. l'équipe NeoBrain pourra revenir vers vous. Ouais. Est-ce que, parce que je vois le temps qui défile, est-ce qu'on ne reviendrait pas du coup sur l'exemple que tu voulais nous partager Oui. Non, on finit sur le référentiel, pardon. Oui, je finis juste là-dessus parce qu'après, donc, tout ça, c'est bien beau d'avoir ce référentiel qui est propre. À quoi il sert et donc, ces trois exemples un peu concrets, en l'occurrence, c'est dans notre plateforme, mais il y a d'autres plateformes qui peuvent le faire. Mais l'idée, c'est une fois que j'ai ça, comment on va capter les compétences d'un collaborateur soit on va déduire les compétences de son rôle actuel, de son CV, soit il va synchroniser un profil LinkedIn ou autre, et on va pouvoir comprendre toutes les compétences dont il dispose. Donc, derrière, on va pouvoir identifier les écarts de compétences, comme vous le voyez avec le format araignée là, qu'on a ici entre mon emploi actuel et mon profil de compétences. Derrière, sur la base de ces écarts, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir venir, on ne voit pas très bien, suggérer les formations qui sont pertinentes pour combler ces écarts, tout simplement. Et derrière, on a la partie, donc, un an après le niveau attendu, j'ai envie de bouger dans ma carrière. Et donc, je vais avoir des parcours de carrière avec différentes étapes. Et ce qu'on voit chez nos clients, c'est souvent un collaborateur, il ne sait pas forcément ce qu'il veut faire dans le prochain job. En revanche, ce qu'il sait souvent faire, c'est il sait où est-ce qu'il veut aller à horizon 5 ans ou 8 ans. Et donc, on va pouvoir lui suggérer différents parcours basés vraiment sur son profil de compétences à lui et pas des parcours théoriques. Et lui dire, voilà les 3-4 étapes ou 2 étapes que tu pourrais faire pour accéder à ce job rêvé dans 5 ans, 6 ans, etc. Ouais, ça aide à la projection en plus. Exactement. Et donc, si je reviens derrière sur un client, alors c'est un client qu'on accompagne depuis longtemps, donc qui est le groupe BPCE, et on avait notamment commencé par Natixis avant d'être déployé plus largement au niveau groupe. Ils avaient un vrai enjeu, donc c'était un enjeu business, et c'est ça qui est important. Il y a une transformation très très rapide
du secteur bancaire. Et donc notamment de la digitalisation et de l'automatisation d'un certain nombre de tâches et d'activités dans le secteur bancaire. Et donc, donc il y a des fonctions front office, donc c'est les traders, ce genre de choses. Et après, il y a des fonctions back et middle office qui viennent accompagner justement les traders. Et donc, il y avait une grosse transformation sur ces fonctions back et middle office dans cette banque. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait un enjeu extrêmement fort de donner en visibilité finalement aux personnes dont le job a été impacté, finalement, quelles étaient les tâches qui étaient impactées sur leur job, quels étaient éventuellement les parcours de développement qu'ils devaient effectuer pour être au niveau sur leur job. Et comme on automatise une partie des fonctions, il y a aussi des personnes dont le job était réellement impacté. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en revanche, il y avait plein de jobs dans l'organisation qui étaient non pourvus en interne. Et donc, on a permis de passer d'un job sur 8 à l'époque qui était pourvu en interne à un job sur 2 suite à l'introduction de l'outil et dans ce contexte de transformation qui était pourvu en interne. Et donc, on est vraiment dans ce cadre que j'expliquais au préalable de redéploiement continu des ressources, c'est-à-dire des compétences qui étaient alors obsolètes dans l'organisation et normalement qui seraient sorties de l'organisation, qui ont permis de venir alimenter des besoins internes sur des postes ou de faire de l'upskilling, reskilling, donc de la montée en compétences pour être au niveau sur le job. Ça, c'est vraiment un, un- un exemple concret qui ont permis de passer d'une personne sur 8, d'un poste sur 8 pourvu en interne à une personne sur 2 dans un contexte de transformation. Très clair. J'espère que ça vous aidera, vous qui êtes en train de nous écouter, à comprendre, un peu plus, comment ça s'illustre. Les cas concrets, c'est toujours, très parlant, c'est un bon moyen de bien saisir. Hem et alors, comment rendre la SBO, actionnable au final? Oui, donc bon, c'est la conclusion, mais il y a 3 sujets qu'il faut retenir, je pense, de notre échange de ce jour. La SBO, donc le monde se transforme de plus en plus vite et, et on ne s'adapte pas en implémentant des technologies d'IA chez soi, on s'adapte en ayant une organisation qui est adaptable. Et la SBO permet ça finalement d'avoir une organisation qui est capable de s'adapter en continu et ça c'est vital pour la survie des organisations. Le second, c'est l'IA. Il y a 10 ans, je ne vous aurais pas dit la même chose, mais l'IA, aujourd'hui, elle rend tout ça possible. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, de la création du référentiel à l'activation par les collaborateurs, les managers et les RH. Et enfin, ce n'est pas tout ou rien, la SBO. Il y a différents degrés de Mmh. maturité qui sont aussi adaptés à différentes typologies d'entreprises. Mais on peut y aller par petits pas et on n'est pas obligé de se dire je vais planifier mes ressources à 5 ans par la compétence dès le premier jour. C'est pas vrai et il faut justement avoir adopté ces différents degrés de maturité de la skill-based organization. Très bien. Tu as des choses à nous partager? Voilà, après je sais qu'il nous reste quelques minutes, 5 minutes pour des questions-réponses, mais si vous souhaitez voilà, avoir une démo un peu plus poussée de ce qu'on peut faire, n'hésitez pas à le faire donc sur le QR code de droite, en tout cas de droite pour moi, et de l'autre côté, on a un petit quiz qui est assez intéressant qui vous permet de comprendre est-ce que vous êtes prêt justement pour vous lancer dans cette démarche. OK, top. Des liens aussi sont partagés dans le chat, hein, si vous voulez aller plus loin, avec NeoBrain et vous renseigner, encore un peu plus, si vous avez besoin d'être accompagné sur ce type de transition, entre autres. Est-ce que tu aurais, un mot de la fin, pour clôturer ce webinaire, Pierre-Louis? S'il y avait un dernier, conseil, à partager en attendant de voir si d'autres questions apparaissent? Oui, enfin, l'un des principaux, je pense, sujets à ne pas commettre, et c'est vraiment celui-là, c'est n'en faites pas un projet RH. C'est pas l'important, c'est d'avoir
une utilité à avoir une organisation qui est capable de s'adapter rapidement pour l'organisation. Et donc, il faut aller chercher les sponsors business. Et d'ailleurs, ça fait partie souvent des clés d'entrée quand on rentre dans des organisations. Accompagne un très grand groupe de médias, par exemple. On commence par toute leur population tech qui représente presque 50% ou allez, 40% de leurs effectifs. Mais on commence uniquement sur la tech et la R&D chez eux et pas sur d'autres métiers. Donc, c'est un sponsoring qui vient du CTO directement de cette organisation. Et c'est la même chose, je pense, dans vos organisations. Il faut avoir un appui business parce que c'est là qu'on aura le plus d'impact derrière. Et ça ne sera pas vu comme une nouvelle folie des RH, mais bien quelque chose qui est capable de rendre l'organisation plus performante. Et c'est des statistiques d'ailleurs qu'on voit, que je n'ai pas partagées aujourd'hui, mais euh, les organisations qui adoptent ces modèles et qui sont capables de redéployer leurs ressources rapidement gagnent 3 à 4 points de marge supplémentaires par rapport à des organisations qui ne le font pas. Top. Et alors moi, ce que je retiens, c'est que je suis très en retard sur, Ah, sur la SBO. Je pensais vraiment que c'était quelque chose de très récent, mais non, tu m'as appris que ça fait bien au moins 7 ans que c'est un sujet dans les tuyaux. Mais non, super intéressant, vraiment fascinant ce sujet. Je trouve que c'était chouette de pouvoir l'aborder aujourd'hui avec toi parce qu'on entend plein de choses sur la preuve en est. Hein. Moi-même, j'ai des croyances, j'ai une vision assez floue de ce dont on parle et c'est beaucoup plus clair aujourd'hui et ça prend tout son sens, je trouve finalement, avec l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, vu toutes les avancées, à quel point tout bouge, tout va vite, d'un jour à l'autre, il se passe mille choses. Et je vois des retours dans le chat qui ont l'air d'aller dans ce sens aussi. N'hésitez pas à aller vers Pierre-Louis, à le contacter, même via LinkedIn. Même moi, d'ailleurs, ça me fait toujours plaisir d'avoir des auditeurs culture RH qui viennent à moi sur LinkedIn. Je parle beaucoup RH tous les jours, d'ailleurs, sur LinkedIn. Très instructif. Je veux bien en savoir davantage sur l'outil. Je vais vous remettre, hop, je remets la slide avec le QR code si jamais vous voulez contacter NoBrain. Et Caroline qui dit oui, cela a permis de bien clarifier ce qu'est une SBO versus GPEC, GEPP. Ah ben ça va te faire plaisir. Voilà. Merci à vous tous. Merci beaucoup Pierre-Louis. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi oui. super moment et merci à tous de m'avoir écouté. C'était intéressant de partager ça avec vous. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous tous aussi dans l'audience. Vous avez été hyper actifs. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.